Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 24 janvier 2025. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur les 40 actions du CAC 40. On va faire un focus sur le marché français. Et on va parler aussi des chiffres qui sont tombés, notamment sur les PMI, les PMI manufacturiers et services, à la fois en Europe et aux États-Unis. Et on va voir quelques petites surprises. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors en France, on a eu des PMI manufacturiers qui sont revenus un peu mieux que précédemment, parce qu'on était autour des 42, on est à plus de 45, donc ça s'améliore, mais c'est toujours, on le voit, négatif. En Allemagne aussi, on est autour des 44 actuellement, on est à 46 en Europe. Et sur les services, la France est toujours sous les 50, 48,9, donc c'est relativement moyen. L'Allemagne sort juste la tête de l'eau à 52,5 et l'Europe à 51,4, donc des chiffres relativement moyens. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est les chiffres aux États-Unis. En manufacturier, on est revenu au-dessus des 50, ce qui est plutôt bien pour les États-Unis, avec 50,1. Et là, on a le graphe sur les services, où on a eu une petite surprise, parce qu'on était plutôt bien sur les services, tirés un peu par le tertiaire et la tech. Et là, on a quand même eu un gros retour en arrière, parce qu'on était à 56,8 le mois dernier, et on est à 52,8 au lieu des 56,4 espérés. Donc on a quand même une sérieuse baisse sur les PMI services. Alors à voir si ça va être révisé un petit peu ou pas. On reste quand même au-dessus des 50. La bonne nouvelle, c'est que si on a enfin ce ralentissement du côté des États-Unis, ce serait donc la baisse des taux qui serait intéressant, pour notamment les techs, les technologiques. Et la pression aussi que Trump essaye de mettre sur la Fed, même si elle est indépendante, pour qu'elle baisse les taux. Donc ça serait plutôt bien pour le marché action et les prêts bancaires à venir. Allez, on va attaquer avec les indices et le CAC 40. Au niveau des États-Unis, c'est relativement stable. On est à peine en négatif à la mi-séance. Le CAC 40 qui prend encore 0,4%, une montée en ligne droite, et qui nous fait son premier chandelier rouge depuis un moment. Et c'est peut-être enfin le moment de respirer pour le CAC, en cette fin de semaine. Parce qu'on a monté quand même en ligne droite. On a pris 6% en cette séance. On finit à 6,06. Donc c'est le moment certainement de souffler, sur les indices. On verra les résultats s'ils continuent, notamment sur le luxe la semaine prochaine. Mais on a déjà anticipé, et pricé la plupart des bons résultats à venir sur ce secteur-là. Donc maintenant les catalyseurs, les bancaires aussi ont bien progressé, mais on voit que les bancaires, on va le voir tout à l'heure, commencent aussi à être sur des plus hauts et à plus trop pouvoir continuer leur hausse. Donc un marché français qui est toujours haussier, mais qui devrait consolider et travailler peut-être cette zone-là, les 7008, voire un peu en dessous. Les 8000, 8002, ça semble un peu élevé vu la composition, du CAC et déjà le gain qu'on a fait grâce aux grosses pondérations. On a le pétrole aussi, le pétrole qui va certainement avoir un peu plus de mal, avec Total qui est pas mal pondéré aussi sur le CAC, et le pétrole qui commence à baisser un petit peu sous la pression aussi de Trump, mais pas seulement, toujours beaucoup plus d'offres que de demandes. Et puis ces chiffres, sur les États-Unis, même s'ils vont bien, peut-être enfin un léger ralentissement. On va regarder donc toutes les actions avec Accor. Accor toujours plutôt positif sur la valeur. Maintenant, il y a cette zone-là. Alors on la voit même pas en journalier. On va regarder en hebdomadaire. C'est ce plus haut de mai 2018 qu'on avait bien travaillé, dernièrement. Hop, ça avait fait échec ici et on l'avait cassé sur un gros chandelier. Généralement, on y revient, sur ces niveaux-là. Quand on a des phases comme ça à long terme de résistance. Et là, on n'y est pas revenu, on monte un peu en ligne droite, donc et on est aussi un petit peu
éloigné par rapport aux moyennes les plus longues. Donc il y aura peut-être, on le voit, 20%, peut-être une phase de consolidation sur accord. À court terme, à moyen terme, on reste plutôt positif, mais il faudra peut-être s'attendre à un petit retour ici sur les 44,6 avant de repartir un peu plus tard. Air Liquide toujours positif, on l'avait dit ici, hein, notamment le 17 janvier. C'était fini pour Air Liquide la grosse dégradation, la grosse consolidation, hein, comme on veut. Et là, elle est en train de travailler. Elle est venue tester, hein, son premier objectif, la moyenne à 200. On le voit ici. Hein. Hop, on a méché dessus. On va certainement travailler pendant pas mal de temps, mais avec quand même la force du dollar, même si l'euro a repris là ces 2-3 derniers jours, et la santé américaine, hein, Air Liquide qui vend pas mal aux États-Unis, ça devrait être intéressant. Et puis là, techniquement, on a la confirmation, donc une valeur aussi plutôt défensive de fonds de portefeuille, mais là qui nous donne peut-être une porte d'entrée court terme intéressante, hein, sur les 161. On est sur les 163 aujourd'hui. C'est favorable, je pense, pour la suite, hein, sur Air Liquide. Donc signal d'achat validé. Airbus toujours aussi. On est revenu tester. Alors c'était pas les 148 qu'on a testé, c'était les 153 finalement. On y est revenu 2 fois et on est reparti. Donc là aussi plutôt favorable. Il y a aussi un carnet de commandes assez monstrueux avec les problèmes de Boeing. Et ce travail, hein, toujours au-dessus des moyennes les plus longues, notamment la moyenne à 200. Donc là aussi, on est positif à moyen terme. À court terme, on pourrait peut-être avoir ça, hein, éventuellement, un retour ici sur les 160, mais on va plutôt jouer le moyen terme sur Airbus ou le DCA. Ce serait le genre d'action qui conviendrait, le genre de stratégie qui conviendrait pour Airbus. Arcelor. Là aussi, hein, on disait que la Chine allait plutôt bien, donc Arcelor n'avait aucune raison de baisser. Au contraire, c'était plutôt un rebond qui était attendu et il est en train de se matérialiser, hein, notamment ici depuis la mi-janvier. Donc là aussi, la Chine va mieux, Arcelor va aller mieux avec l'acier, hein, et moins d'acier chinois en Europe notamment, donc toujours favorable. Le gros du travail, ça se fera certainement ici, hein, sur Arcelor, autour de la zone de gap des 25, voire des 26, 25-26. Donc si on arrivera à casser cette zone-là, je pense qu'Arcelor mettra une grosse dynamique long terme haussière pour plusieurs mois. Donc c'est cette zone-là qu'il faut aller jouer, essayer de la casser, hein. C'est la zone un peu moyen-long terme qui date de janvier 2022 avec une grosse conso, et ça coïncide aussi un peu avec le marché chinois forcément. Donc ce sera ces niveaux-là, mais vu les chiffres qu'on a macro, hein, ça devrait arriver. La question c'est quand? Est-ce que ça va arriver dans une semaine ou dans 3 mois, 4 mois? On ne sait pas. Mais c'est ça qu'on jouera sur Arcelor, donc positif également. AXA, les assureurs qui s'en sortent toujours plutôt bien, hein, malgré les problèmes climatiques, toutes les surassurances qui sont obligés de payer, mais finalement ils ont des primes tellement élevées qu'ils arrivent toujours à gagner de l'argent. Et donc sur AXA, je crois qu'ils n'étaient pas trop impliqués aussi sur l'incendie aux États-Unis apparemment, donc ça va pas leur coûter trop cher. Toujours plutôt positif sur AXA maintenant à court terme. Il y a pas de, il y avait ici, hein, éventuellement les 34 qui s'achetaient. Là, on vient de relancer peut-être une petite séquence, mais de construction avec un plus haut à 36,6. Donc le but, c'est de travailler un peu dans ce triangle et de casser cette zone-là. Mais ça reste plutôt intéressant toujours, hein, sur AXA. Il n'y a pas de grosses nouvelles, que ce soit bonnes ou mauvaises. Donc je suis plutôt en trend following là aussi sur AXA. Pas de raison que ça baisse énormément pour le moment, mais les éventuelles grosses hausses sur la valeur, pas forcément très très favorable non plus. On ira peut-être chercher un peu plus de performance ailleurs, d'autant qu'elle a bien monté quand même depuis, on le voit ici, fin 2023, début 2024. Donc positif, mais
pas forcément avec une grosse marge. Les bancaires, on commence à souffler un peu. BNP Paribas, un chandelier rouge et puis une mèche, hein, pas loin de la zone de gap qu'on n'a pas comblé. Donc le rebond qui commence à s'essouffler sur les bancaires. On a vu que les bancaires américaines étaient vraiment très fortes, mais compliqué de comparer. Enfin, on peut comparer, mais c'est pas la même chose, hein. La santé des bancaires américaines et françaises. Donc on a vu notamment JP Morgan, hein, qui était excellent. BNP Paribas, ça reste plutôt intéressant parce qu'on est revenu quand même au-dessus de cette moyenne à 200 maintenant. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme catalyseur? La BCE devrait continuer de baisser ses taux, ça ne devrait pas énormément aider la BNP. Le seul notamment sur les marges, hein, des taux, des crédits, mais le seule chose positive, ça pourrait être justement la relance un peu de l'économie, et donc à travers l'économie, les bancaires. Mais comme on voit les chiffres, notamment PMI services et manufacturiers en Europe, ils sont pas terribles. Là aussi, je jouerais pas forcément les bancaires français. C'est pas un secteur qui m'attire particulièrement. Bouygues. Là aussi, on l'avait dit, Bouygues, hein, une zone d'achat intéressante ici, et puis il fallait casser. On a bien rebondi sur le gros support des 27,7. Derrière, on casse l'oblique court terme de correction, le plus haut, le rebond technique, et ici le troisième point d'impact qu'on casse. Donc depuis, pareil, le 15 janvier, on est positif sur Bouygues. Là aussi, ça va certainement construire. On se rapproche, hein, ici de la moyenne à 200 et d'un échec probable, c'est normal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On travaille ici et puis on relance si on a des bonnes nouvelles. Bouygues, c'est plutôt bien au niveau construction, hein, on le sait. Alors il y a aussi TF1, on pourrait regarder, hein, ces prochains jours, mais dans l'ensemble, elle a quand même pas mal décoté, et là poussé un peu par la reprise, hein, notamment hors d'Europe. Ça pourrait être intéressant, hein, de jouer Bouygues sur ces niveaux-là autour des 30 euros. Bureau Veritas, moi je suis toujours pas super favorable. Je suis pas emballé par les chiffres, mais bon, elle est rentrée au CAC 40. Elle est plutôt dans un trend intéressant maintenant. Les 30,8, on les a dépassés, mais on a vendu directement. Donc sous les 30,8, je serais prudent. On voit qu'elle est en train de faire un range, hein, entre les 27,8 et les 30,8. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va casser vers le haut ou vers le bas? Je pense que c'est plutôt à observer en ce moment, et pas trop se placer sur Bureau Veritas et sur des gros mouvements, des gros volumes, un gros chandelier à la hausse ou à la baisse. On aura certainement une indication. Pour l'instant, plutôt neutre. Capgemini, c'est mieux. Alors, les revenus, hein, sur un support ici. Ça dépend où on le place, mais notamment un signal d'achat ici qui avait un peu lancé la valeur à l'été 2023. On avait le plus bas qui est véritablement un peu plus joué sur les plus bas, hein, autour des 150, 148. C'est ce qu'elle a été touchée. Derrière, on revient jouer cette zone, on fait une petite phase de congestion avec un rebond technique sur les 160 qu'on casse avec des mèches, et qu'on casse en clôture ici le 20 janvier. Donc depuis le 20 janvier, on sent qu'il va y avoir quelque chose sur Capgemini, et elle est en train de le faire pour aller chercher son oblique. On reste toujours baissier, hein, sur le titre. C'est quand même assez peu valorisé. C'est un secteur plutôt intéressant et qui a été énormément flingué, hein. On était ici, on a perdu un tiers de la valeur sur Capgemini, qui a quand même des chiffres plutôt favorables, même si c'est pas une tech américaine. C'est un peu dur. On a aussi des rentrées, hein, d'investisseurs américains sur ces niveaux-là, autour des 170, 180. Donc, a priori, le travail ici, et on devrait entamer enfin la construction à la hausse pour Capgemini. Là aussi, ça va prendre du temps. Il y aura certainement un échec, hein, sur la moyenne à 200, sur les 180 ou sur les 170 quand on y reviendra. Plutôt dans une optique un peu plus long terme sur Capgemini. Et là aussi, on a les américaines qui surperforment, même certaines européennes, hein, en Allemagne notamment, qui sont un peu meilleures. Donc on est un peu déçu de Capgemini. Le seul point positif, c'est qu'on l'a ici sur des prix relativement bas, hein, historiquement. Donc
C'est ça, c'est jouer maintenant pour le long terme. Il n'y a pas de véritable dynamique court terme et de changement de tendance assez fort. Carrefour est toujours négatif, hein, il n'y a rien à faire. Sous les 14,6, on être peut-être ici sur les 12,6. Et c'est là que ça nous intéressera pour jouer à la hausse ou à la baisse. Le titre qui devrait être bien acheté ou bien vendu, hein, si on arrive sur ces niveaux clés. Crédit Agricole, donc les bancaires, combien rebondit? Il y a eu le gap, hein, sur Crédit Agricole, plutôt intéressant. Donc qui dit gap haussier, généralement c'est favorable derrière. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'au 15,10? On est un peu haut niveau RSI. Alors ça veut pas dire qu'on puisse pas y rester pendant une semaine ou deux encore, mais là aussi c'est quel catalyseur, hein, pour les bancaires, avec la BCE qui baisse ses taux, avec l'économie européenne, surtout finalement tirée par le luxe et un peu les secteurs étrangers. C'est pas tellement en Europe que ça fonctionne. Donc les valeurs du CAC, elles sont surtout tirées par leurs chiffres hors d'Europe. Les bancaires, je sais pas si ça va continuer aussi fort. Maintenant, si on regarde en long terme, on reste plutôt favorable, plutôt haussier, et avec une tendance intéressante juste au-dessus de la moyenne à 200. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas véritablement de catalyseur à jouer sur le Crédit Agricole. Danone, moi j'aime bien Danone, hein, c'est une belle valeur, et là on voit la grosse accumulation. Alors, avec un peu d'imagination, on peut aussi voir une épaule tête-épaule, hein, l'épaule ici, la tête, et puis une deuxième épaule ici. C'est-à-dire que si on casse vers le bas, on va dire sous les 63, 63,5 environ, ça pourrait baisser un peu plus fortement. Mais moi, je vois plutôt une sorte de range quand même, hein, entre les 63 et 66, avec pas mal d'accumulation pour attendre justement le retour des moyennes les plus longues, parce que on avait quand même un écart relativement important, hein. On va le voir sur le plus haut là. Alors 13%, hein, c'est même pas si énorme que ça. Mais là, on revient seulement à 4%. C'est pas une valeur très volatile, Danone, plutôt défensive. Ce qui explique que dans le marché haussier qu'on a, forcément, elle fait pas grand-chose. Mais quand on aura fini, hein, et peut-être c'est déjà fini avec le luxe, on verra sur les prochains résultats. Mais quand le marché va peut-être aller moins bien, c'est ce genre de valeur-là qui va être qui va intéresser les investisseurs, parce que elle arrive à faire de l'argent, parce qu'elle fait du cash, elle a des fondamentaux super solides, et qu'elle devrait petit à petit retrouver des ratios, hein, plutôt intéressants, et un prix aussi ici autour des 64, assez proche de la moyenne à 200, qui devrait permettre de repartir. Donc ce qu'on surveille éventuellement, c'est cette oblique là, hein, qu'on a déjà alors un point d'impact sur le plus haut, le deuxième ici au 9 janvier, et puis là on n'arrête pas de le tester. Ça pourrait casser prochainement, donc Danone à surveiller. Si on casse, hein, allez, 65,3, 66, en gros, c'est la zone à jouer. Et là, on validera potentiellement une dynamique haussière, c'est-à-dire que, hop, si on arrive à casser là, je prends mon stylo, si on casse là, après on va construire, on va faire une congestion, et si on casse la congestion, on est parti pour des plus hauts historiques sur Danone. Donc plutôt à surveiller, plutôt favorable. Dassault Systèmes, un peu comme sur Capgemini, on remonte assez fort sur Dassault Systèmes. Là aussi, on avait perdu énormément. Ce qui est bien, c'est ça, c'est la force du rebond sur Dassault Systèmes qui est intéressante. On l'a vu là, les gros chandeliers, 1, 2, 3, 4 chandeliers très forts. Ensuite, on a une grosse journée le 6 janvier. Donc on voit qu'il y a des rentrées, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et puis là, elle suit le CAC 40 aussi, en ligne droite. Et on revient jouer la résistance à 36,8. On était en échec au mois de septembre. C'est pas mal. Et on voit enfin les cours qui sont peut-être au retournement sur Dassault Systèmes. Donc techniquement, on est dans ce canal haussier, hein, de changement de tendance plutôt intéressant, mais on est dans le haut. Donc moi, j'attendrai plutôt un deuxième échec ici sur les 36,8, un retour sur moyenne à 200, et puis à racheter par là, hein, vers les 34,3. Maintenant, à moyen terme, on sent quand même le retournement se mettre en place sur Dassault Systèmes.
Donc là aussi, on est plutôt positif. Edenred, ça devient super intéressant, Edenred, je pense. C'est une valeur qui a été divisée par deux, hein. On était sur les 60, on est arrivé en dessous des 30 même. Euh, il y a la prolongation, hein, des tickets restaurants en supermarché qui a été prolongée. C'était encore accordé, même si au niveau de la loi c'était pas le cas. Là c'est passé, donc on peut à nouveau utiliser les tickets restaurants, pas seulement pour le restaurant, mais pour les courses euh, en magasin. Et là aussi, il y a un secteur qui est pas forcément bien valorisé. Et les problèmes qu'a connu Edenred, notamment sur la fraude en Italie, a été, je pense, déjà pricé. Et là, on n'a plus de vendeurs, hein. Sur les 27-30, plus personne ne vend. On est en train d'accumuler, depuis le gap baissier, là, sur les 33,8. Ça accumule depuis le mois d'octobre. Ça fait un moment. Et on sent que le cours perd en volatilité. Et là, on revient au-dessus de notre zone de gap. Alors, du haut, du bas du gap, si vous me suivez. Le gap, il est là, hein, 33,8 à 32,2 environ. Et donc, on est revenu au-dessus. On en a méché un peu. Mais on sent que l'accumulation, là, elle est en train de partir vers le haut. Alors, il nous manque quoi? Que peut-être un peu de volume intéressant, hein, sur Edenred, un pic favorable. J'avais noté ça aussi, hein, un point d'impact, 2 points, 3 points, et puis là, aujourd'hui, on casse. Alors malheureusement, il y a une petite mèche haute. Sinon, j'étais pas loin de mettre un signal d'achat aussi, mais ça fait partie quand même des valeurs qui ont été un peu trop massacrées. Peut-être sur le long terme, pyramider une position ou rentrer maintenant, ça semble favorable. Moi, je la suis depuis un moment et je la trouve plutôt intéressante, Edenred. Donc, je pense que on avait mis, hein, ça, c'était la zone un peu d'investissement. Alors, on est toujours dessus. C'est toujours intéressant, je pense, de rentrer sur Edenred. D'autant que, alors je crois que c'était Pluxee qui avait bien fonctionné, on va vérifier. Donc dans le même secteur, hein, ouais c'est ça, c'est Pluxee qui avait fait un gap et puis là qui revient bien, hein. Alors elle n'est pas encore à ce niveau d'introduction, mais on sent qu'il y a à nouveau de l'intérêt sur les services d'aide aux salariés, donc ça peut être intéressant, hein, de jouer Edenred. Engie qui est un peu handicapé par la politique Trump et donc un peu le pétrole oui, mais le pétrole pas cher et les énergies renouvelables pas tellement, l'électricité, le offshore, l'éolien moyen. Donc les investisseurs vont pas forcément jouer ça maintenant, même si c'est toujours dans une optique moyen long terme. Il y aura des budgets, mais à court terme, on va apporter des flux ailleurs. Donc Engie a un peu de mal. Techniquement, on a aussi ces échecs sur les 16,2. Une fois en septembre, une fois en octobre 2024 et là une fois en janvier. Donc forcément derrière on commence à corriger. Alors la tendance elle reste intéressante, mais on le voit qu'on n'arrive pas à passer ici. On aura peut-être des rachats, hein, sur moyenne à 200 ou un peu plus bas autour des 15. Mais pour l'instant ça reste neutre sur Engie. On verra les résultats peut-être pour changer ça, mais on a quand même pas mal d'échecs ici et puis on n'arrive pas à revenir assez fort. Donc attention. Et Silor, toujours impressionnant. Là aussi, c'est une des plus belles valeurs du CAC intéressantes. En mode un peu fonds de portefeuille relativement défensif, ça monte bien. Il y a une implantation aussi aux États-Unis qui est importante, donc ils vont pouvoir vendre pas mal avec la force du dollar, c'est aussi un avantage. Le vieillissement de la population, c'est encore un avantage. Et puis, elle gère aussi toute la chaîne de production de haut en bas. Donc, Essilor, c'est un des... Je sais pas si c'est le numéro 1 ou le numéro 2 mondial, mais c'est énorme, hein, au niveau des lunettes. Donc, toujours positif. On avait cette petite phase de congestion là, hein, qui s'est mise en place depuis le mois de novembre, dont on est sorti récemment. Donc, toujours à acheter, hein, Essilor. Et les replis seront plutôt à acheter également. Court terme, pas forcément idéal, mais ce sera certainement encore haussier pendant plusieurs mois. Eurofin, je sais pas ce qu'ils font encore dans le CAC 40. Eurofin, ils déçoivent énormément. Ils n'arrivent pas à reprendre. J'ai un peu peur des chiffres aussi qu'ils vont nous annoncer bientôt. Moi, je suis toujours négatif, hein, sur Eurofin et c'est une catastrophe. Plutôt à éviter. On va pas passer du temps là-dessus. Hermès, le luxe, on l'a dit, qui a profité des bons chiffres
avec à la fois aux États-Unis et en Chine, hein, sur les premiers acteurs du luxe notamment. C'était, j'ai un trou. C'était Richemont qui avait donné ses résultats en premier. Là, on a Burberry aussi qui a donné des résultats. Donc toujours plutôt bon. Tout le monde a anticipé un peu la bonne nouvelle. Donc Hermès, ils ont fait un gap, ils sont montés. Hermès, c'est la deuxième pondération du CAC, hein, derrière LVMH, et elle est en train de revenir, hein, par rapport à ces dernières années, elle est en train de grignoter et de se rapprocher de LVMH en termes de pondération et de capitalisation. Donc attention, c'est une des plus solides. Les résultats pourraient aussi être très bons. On voit peut-être la fin, hein, de la hausse. Maintenant, on va pas jouer contre non plus, parce que contre ces grosses tendances quand même, vaut mieux éviter de jouer les contrariants, donc toujours plutôt haussier. Ce qui serait intéressant, alors on verra avec les résultats, mais ouais, si on revient sur cette zone de gap et ce support à 2413, bah, il faudra certainement payer, hein, pour jouer la tendance un peu plus long terme sur Hermès. Donc on surveillera une petite consolidation, une petite correction, et éventuellement un rachat sur le luxe qui semble quand même plutôt bien parti. Kering qui a validé encore une énième fois, hein, son oblique ici sur ses plus hauts depuis avril 2023. On l'a frôlé en août 2023, on l'a touché ici en mars 2024. Mais toujours sous la moyenne à 200, sous toutes les moyennes, enfin non, pas toutes les moyennes, juste la moyenne à 200, pardon, mais les moyennes toujours baissières, donc compliqué, hein, de jouer Kering. Attention, je suis pas fan des petits et des rattrapages, même si ça peut être une stratégie. Il faudrait arriver à casser ces niveaux-là. On y est presque, hein, sur Kering. Faudra là aussi voir les résultats, hein. C'est les résultats qui, s'ils sont bons, vont mener Kering un peu plus haut. Euh, on voit que les volumes sont assez disparates quand même. Moi, je joue plutôt les deux gros, hein, plutôt Hermès et LVMH, à moins que Kering nous mette des résultats stratosphériques sur leurs résultats annuels. Sinon, le graphe parle de lui-même. Le grand, positif, hein, on l'avait dit depuis ici, la cassure des 98. Il y a un petit retard aussi par rapport à Schneider. Alors forcément, hein, on préfère Schneider qui est plus important. Mais le grand, il méritait pas, hein, cette décote, donc on sentait le rebond arriver. Donc là aussi, on est plutôt favorable sur le grand, qui a un peu les mêmes marchés que Schneider, et qui devrait aller taper des plus hauts, je pense, hein, en 2025. Toujours porté aussi par l'électrification, et puis la gestion d'énergie et la baisse des coûts, et les data centers, hein, parce que le grand, ils ont un peu le même les mêmes métiers que Schneider Electric, donc là aussi ça devrait performer en 2025. L'Oréal, donc le luxe qui revient un peu mieux. L'Oréal aussi, petite phase de congestion entre 9 décembre et 16 janvier. On casse vers le haut, donc là on est en mode construction. On voit que c'est toujours pas haussier, et on n'est pas en retournement, hein, mais ce que j'avais fait, hein, le petit dessin, ça va mettre du temps, il va y avoir des consos, il va y avoir du travail, mais a priori, avec les bons chiffres de la Chine et toujours des États-Unis, le plus bas de L'Oréal, il est acté. Maintenant, on va construire un peu vers le haut, alors plus ou moins fort selon les résultats là aussi. Euh, Il y a une zone importante, c'est celle-là, hein, c'est les 380, je pense, qui, une fois cassés, valideront vraiment le renouveau de L'Oréal. Là, c'est peut-être encore un peu tôt pour voir une tendance court terme intéressante sur L'Oréal. Donc il y a encore cette zone-là à travailler qui me semble intéressante. LVMH, donc première pondération du CAC 40, a fait un rebond, hein, avec Richemont. Les résultats de Richemont ont été achetés. Derrière, le gap au-dessus de la moyenne à 200. On va chercher les résistances. Et on revient sur celle-là, hein, les 740. Alors malheureusement, on la tient pas. C'est une zone énormément jouée, hein, 740.
Et donc bah, là aussi, hein, comme sur RMS, peut-être un retour ici, comblage de gap à acheter sur LVMH, mais on sent hein, que le plus dur est passé sur le luxe. Maintenant, on va mettre un peu de construction. Ça semble toujours intéressant, plutôt en moyen terme aussi, d'être exposé au luxe. Maintenant, à court terme, vu la hausse assez rapide qu'on a eue en 6 jours et depuis début décembre finalement, peut-être attendre un début de conso. Michelin, alors, ils sont pas allés là où on les attendait hein, sur les 29. Ils ont réagi un peu avant hein, sur les 30.3017. Et derrière, ils sont en train de confirmer parce qu'ils ont cassé leur rebond technique. Un rebond technique à 32,82. Et là, on le casse. Et on va presque combler la zone de gap. Donc, comblage de gap, échec sur moyenne à 200. On va stopper la tendance négative sur Michelin. Donc, après une tendance négative, on s'attend à quoi? De la construction. Et de cette construction, peut-être enfin la sortie vers le haut. On le voit, il reste encore pas mal de boulot. Donc, concrètement, ce serait quoi? Combler la zone de gap, faire un échec sur moyenne à 200 ou sur la résistance à 34,55. Travailler, donc on va avoir une petite phase de congestion. Et puis de cette congestion, bah, si on sort vers le haut, là on pourra acheter. Et si on sort vers le bas, bah, ça va travailler encore pendant plus longtemps. Donc c'est un peu ça sur Michelin, observation. Et quand on aura des niveaux clés, on achètera ou pas. Orange, plutôt baissier, parce que Orange, ils font quoi? Ils font du range. Donc on achète le bas, on vend le haut. On est venu taper le haut là récemment autour des 10,39. Ça a été vendu. On les a même pas dépassés. Donc le but maintenant, c'est peut-être d'aller sous les 9,77. Hein, donc peut-être jouer contre Orange. Il y a 4%, 3,5, 4, voire un peu plus, 7% peut-être. Éventuellement en VAD, hein, ça peut s'entendre. Sur Orange. Voilà. Pernod Ricard. Alors on les suit depuis la rentrée. Hein. On l'avait dit en début 2024 qu'on s'intéresserait à Pernod Ricard à la rentrée. Il y a eu un début de quelque chose et puis finalement la Chine a pas poussé assez. Et là finalement, bah, on a encore baissé. On était sur les 130, on est arrivé quasiment sur les 100. La Chine a fini son déstockage. On va commencer à reprendre. Les droits de douane, on n'en parle pas trop pour le moment. Ça semble intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On a eu dernièrement un gap baissier. On a eu le rebond technique. Donc, on va noter le rebond technique sur Pernod Ricard à 115 euros. On peut se mettre une alerte. Si on casse les 115, ça mérite peut-être de rentrer. La tendance, on le voit, elle est toujours négative hein, sur Pernod Ricard. Mais tant qu'on tient les 100, on peut espérer de la construction entre les 100 et 115 pour enfin sortir. Là aussi, les bons chiffres qu'on aura certainement en Chine devraient porter le titre. Si c'est confirmé, plutôt le cas sur les dernières données qu'on a. Mais on voit que ça peut mettre du temps, hein, parce qu'on s'attendait déjà à la sortie en septembre. Et elle n'a pas eu lieu, donc le cours il a été encore un peu plus bas. Alors malheureusement, sous les 100, c'est le plus bas Covid, donc on va revenir un peu en territoire inconnu. Il faudra revenir avant 2018. Publicis, favorable. On l'avait dit, rachat sur moyenne à 200, quasiment en permanence. Hein, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024. Et janvier 2025, on revient sur la moyenne à 200, ça rebondit, c'est exactement ce qu'elle a fait. On est revenu dessus, on casse la petite oblique court terme et on est en train d'accumuler autour de la moyenne à 200. Inversion de tendance niveau MACD, on est en territoire négatif. Donc si vous voulez du Publicis et que vous n'êtes pas investi, bah là c'est le moment idéal hein, pour rentrer, pour acheter, parce que ça devrait continuer à aller vers le haut. A priori, toutes les planètes sont alignées. Renault aussi, hein, on arrive dans les zones historiquement compliquées pour Renault. Hop. On le voit ici, cette zone-là. 2019, c'était une zone bien travaillée avant le Covid. On y est revenu en 2024, on a eu du mal. Là, on revient en 2025. C'est toujours cette zone-là, hein, autour des 50 euros, qui est compliquée à passer. Et les automobiles aussi, les constructeurs,
sur le long terme, on a du mal à créer des grosses hausses, des grosses séquences aussi. C'est pour ça que sur Renault, je pense qu'il faudra être plutôt prudent. D'autant que l'électrique a du mal. Alors Renault, c'est une des seules qui s'en sort le mieux, hein, en Europe. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Il y a les Chinoises qui sont un peu mieux armées. Alors Renault, elle est toujours plutôt techniquement positive, hein. On est revenu sur un moyen à 200, on a fait un gap, on est allé chercher les résistances. Mais on voit que là, les 50, pour l'instant, on n'y arrive pas. On avait déjà buté sur les 54. Ça manque de force, ça manque de peps. Dans ces cas-là, bah, généralement, le cours redescend un petit peu. Donc éventuellement, si on est dessus, peut-être monter les stops, hein, autour des 47. Parce que si on revient sur les 47, ça commencera à être compliqué. Safran, toujours positif sur Safran, notamment les moteurs et la maintenance, hein, des moteurs d'avion. Les 217 qui ont été testés plusieurs fois, qui ont été cassés une première fois et une deuxième fois, avec un contact de moyenne à 200, notamment le 11 décembre. On est haussier, là aussi, c'est le genre de valeur peut-être un peu comme Airbus, un peu comme Essilor, éventuellement comme Air Liquide, plutôt au fond de portefeuille, avec une tendance haussière intéressante. Donc oui, acheteur sur Safran, Saint-Gobain pas mal. Ils sont revenus là pas loin de leur plus haut, hein. On a méché sur les 91,10 une première fois et là une deuxième fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rend pas trop, hein. On est autour des 84 sur le rendu. La moyenne à 200 commence à se rapprocher aussi. Euh, Secteur de la construction qui revient aussi et secteur chimie, hein, avec des marges un peu plus favorables, sur lequel Saint-Gobain s'est développé dernièrement. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, court terme, oui, il faudra casser ça. Et éventuellement, ce qu'on peut avoir, c'est après cet échec-là, hein, un retour par là et la moyenne à 200 qui revient. Et donc acheter ici, on va dire, sur les 84 fin février. Là, ce sera idéal pour Saint-Gobain. Alors c'est un scénario, hein, c'est pas forcément celui qui va se passer. Mais en gros, c'est souvent comme ça quand même que ça se produit. Sanofi, positif aussi depuis Sanofi, hein, depuis début janvier, ont été revenus ici. On a cassé enfin ces obliques, hein, court terme de résistance. Et là, on revient sur le plus haut avant la grosse chute, hein, fin 2023, avec notamment les problèmes de recherche et développement qui n'avaient pas été un peu trop pas été faits et qui n'avaient pas permis de sortir des produits intéressants. Depuis, ils ont réinvesti. Ils ont tapé un nouveau plus haut. Ils ont consolidé. Et là, on y revient. Donc, ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir l'attitude sur les 100, en gros. Qu'est-ce qui va se passer sur les 100? Est-ce que ça va être un échec pour revenir un peu plus bas ou est-ce qu'on va accumuler dessus pour repartir? Sanofi, on est plutôt un peu plus favorable, hein, depuis l'été 2024. Donc les deux scénarios pourraient s'acheter, à savoir si on a un échec ici, un retour sur le support à 93, je pense que ça s'achèterait dans quelques semaines, ou alors une accumulation ici, ça s'achèterait pour aller jouer les plus hauts. C'est mes deux scénarios sur Sanofi. Schneider Electric, bah, comme sur Legrand, ou plutôt Legrand comme sur Schneider Electric, c'est un des leaders, hein, dans la gestion de l'énergie, les data centers, l'électrification, avec le retour aussi de la construction un petit peu en Chine. On a eu aussi des ventes de logements, hein, aux États-Unis, qui sont revenus un peu plus élevés que d'habitude. On était à 4 millions,15 et on a fait 4 millions 24, 240 000 aux États-Unis sur les ventes de logements existants. Donc on voit que ça reprend un peu, hein, l'immobilier aux États-Unis. La construction aussi va reprendre. Et Schneider, avec tous ces métiers un peu, et gestion de l'énergie, devrait continuer à performer, voire à surperformer. Donc là, ça fait un moment qu'ils ont validé un peu leur range et ils viennent de sortir autour du 15 janvier. Donc depuis cette période-là, toujours favorable sur Schneider. Voilà. Société Générale, les bancaires qui soufflent un peu, hein, une mèche haute. Alors là aussi,
est-ce qu'on aura le peps pour aller chercher les 31,6? On voit quand même un peu plus de force sur Société Générale que sur les autres. Maintenant, le problème, c'est ça, c'est éventuellement quel catalyseur hein, sur les bancaires. Alors, on verra avec les résultats. Mais moi, je reste un peu prudent quand même. Donc, éventuellement, hein, jouer les 31,6 et après, bah, ça pas forcément super favorable. On a cette oblique blanche ici qui est intéressant parce qu'on a toujours racheté des creux de marché, des plus bas qui ont été validés. On le voit ici autour des 16 en mars 2022. On le voit autour des 18 en mars 2023, des 19 en octobre, des 21 en août 2024. Donc on pourrait peut-être jouer ça, hein, le comblage de gap ici. Euh, on le voit septembre 2025, ce qui nous mettrait quand même beaucoup de temps en consolidation, mais finalement à moyen terme, on serait plutôt baissier. Ce serait pas normal non plus hein, sur le secteur bancaire. Donc un peu prudent. Stellantis, non, non, toujours pas. Sous les 14, sous le gap, non. En plus, il y a pas mal de problèmes hein, sur Stellantis avec leur site de production, les grèves. Il y a que des problèmes hein, sur Stellantis, donc c'est plutôt à éviter. Puis le jour où il commence à balancer des bonnes nouvelles, éventuellement, on se réintéressera au titre. On regardera aussi les résultats, mais pour l'instant, il n'y a rien à faire hein, sur Stellantis. STM, c'est pareil. Il y a plein de valeurs semi-conducteurs qui performent. En France, on a Ribert, on en a parlé, qui est une petite valeur, mais qui a eu des perfs énormes et qui a une belle tendance. On va pas remontrer le graphe, mais on a déjà parlé. ST Microelectronics, c'est catastrophique, hein, le graphe. Et il faut pas y aller. On a plus de chances encore de casser. Alors peut-être que les semi-conducteurs vont rebondir fortement et puis STM va réussir à décrocher quelques contrats, ils vont repartir. Mais la performance qu'on aura, elle sera certainement moindre que les leaders hein, sur ce secteur. Donc moi j'évite ce genre de choses. Téléperformance, c'est pas mal parce que finalement elle fait un peu ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire euh, le travail avec les zones clés qui font office de support et de résistance. Maintenant, le marché n'a pas encore validé le retournement. On cotait 377, on est venu taper les 80. On a perdu 80% de la valeur en 2 ans et 2 mois. Donc c'est énorme. Et à partir d'ici, mars 2024, on n'est jamais allé plus bas. On a fait un gros rebond technique au-dessus de la moyenne à 200 ici, sur les 119. Ça correspond à la moitié du gros chandelier ici de vente massive hein, autour du 28 février 2024. Donc les 119 qu'on fait obstacle. Et ça nous fait un peu une pyramide. Hein. On est parti des 77, 119. On est revenu sur les 77, un peu au-dessus. 79, ça a été racheté et on est en train de rebondir. Donc l'objectif, c'est d'aller taper encore les moyennes les plus hautes et cette fois de les tenir parce que dernière fois, on le voit, on a vu un échec ici au mois de novembre. On a eu quelques jours ici au-dessus, ça a tenu 3 jours. Donc ce qu'il faut, c'est casser la moyenne à 200, accumuler au-dessus et valider le retournement. Le marché a toujours pas encore validé ça, mais c'est potentiellement hein, ce qu'elle peut faire avec une marge de progression intéressante parce que sur les 100 éventuellement, ou même un peu en dessous, on aura des pourcentages de reprise plutôt favorables. Là aussi, c'est trop tôt. Thales. Alors à court terme, on est peut-être allé au bout hein, parce qu'on a comblé le gap et on est revenu au-dessus de la moyenne à 200. À moyen terme, on est toujours plutôt favorable sur tout ce qui est un peu armement, défense et guerre, notamment Thales qui a été moins valorisé que d'autres, que le champion Rheinmetall ou autre, donc à surveiller. Et puis on peut noter hein, sur Thales, hop, ça, ce nouveau. Donc c'est ça en fait, petit rebond, moyen rebond,
petit rebond, non, grand rebond, pardon, grand, moyen, petit, encore plus petit. Donc travailler cette zone-là pour enfin casser et sortir durant 2025. Donc ça demande un peu de travail, mais on voit qu'on est quand même plutôt bien pour travailler éventuellement ah, autour des 150 là, casser et partir, ou alors même si on a une période un peu moins bien, avec un retour sur les 137, partir un peu plus tard, mais c'est certainement ça hein, qu'on peut espérer sur Thales, qui est pas énormément valorisé et à sa juste valeur, je pense. Donc, quand on voit les autres valeurs du secteur et les chiffres de Thales qui sont quand même plutôt largement bons, c'est pas cher payé un Thales actuellement. Total Energy, donc on a joué un peu la dynamique pétrole. Le pétrole est remonté, le pétrole commence à repartir. C'est un peu le même graphique hein, sur le pétrole, on peut le regarder rapidement. Donc on a eu cette belle poussée hein, depuis le 1er janvier. Là on en revient un peu. Toujours une demande. Alors une demande qui permet quand même d'avoir un pétrole sur ces niveaux-là, mais qui s'écroule pas. Euh, Au niveau des spécialistes quand même du pétrole, on a toujours une offre supérieure à la demande, et les pays de l'OPEP qui seraient prêts aussi à augmenter leur production prochainement. C'est-à-dire que même si on a une hausse de la demande avec la Chine qui se réveille, avec les États-Unis qui sont toujours très résilients, on pourrait s'attendre à ce que forcément il y ait une demande plus importante sur le pétrole et donc le pétrole monte, mais on aurait probablement l'OPEP qui a déjà retardé ses hausses de production de barils, qui le mettent en place, c'est-à-dire que pour contrer la hausse de la demande, on va remettre encore des barils dans le marché, et donc finalement on se retrouverait à pas avoir une hausse du cours du pétrole, avec malgré tout une hausse de la demande, parce que les pays producteurs de pétrole vont également augmenter leur production. Donc finalement, on voit même le pétrole peut-être plus vers les 70 que vers les 80 dans ces prochains mois, quelle que soit un peu la demande et la reprise du côté de la Chine, des États-Unis et même de l'Europe. Donc attention aux pétrolières, aux parapétrolières, même si Trump un peu milite pour les majors. Elles sont quand même gavées pendant quelques années, et là on sent qu'on arrive peut-être à la fin, et que c'est peut-être le dernier baroud d'honneur sur les prix. Alors après, on était où Total? Unibail, alors ils sont enfin revenus au-dessus de leur moyenne à 200 là, et ils sont en train de faire un W, ça c'est pas mal, hein, le W, on la connaît, c'est une figure intéressante. On fait le W, et si on casse le W, hop, en gros, hein, on peut le mettre un peu plus haut, c'est positif, donc oui, Unibail hein, toujours haussier, on le voit court terme, moyen terme et même long terme. Il y a cette petite phase de conso qu'il faudrait que je place un peu mieux ici. On peut la mettre là. C'est pas mal comme ça. Ça touche les plus hauts hein, sur le rebond de septembre. Ça touche le corps en novembre et décembre. Et là, ça touche la mèche. Donc on sent qu'elle est en train de congestionner. Éventuellement le W là. Donc la sortie ici à jouer éventuellement au-delà des 77, en gros, ça peut s'acheter, ou un peu plus tard, mais on serait plutôt positif sur Unibail. Veolia, positif aussi hein, sur Veolia, tant qu'on tient les 26,6, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, donc on va pas rappeler. Hein. Alors Veolia, ils sont dans l'eau, mais pas seulement, hein, on parlait du traitement de l'eau, mais il y a aussi l'énergie hein, récemment, qui est fait par Veolia, et le traitement des déchets également.
Donc toute une économie comme ça circulaire, hein, autour de l'eau, des déchets, de l'énergie, qui en fait un acteur important. A priori, hein, on s'attend quand même à un rebond sur 2025, mais elle n'est pas énormément valorisée également, Veolia. Le marché la boude un peu sans réelle raison, donc ça c'est plutôt à acheter, je pense, si on tient, hein, les 26. Et puis si le marché commence à revenir dessus, on pourrait aller vers des plus hauts également. Maintenant, il faut tenir les 26 parce qu'on voit que le dernier plus haut, il commence à dater, là, mois d'octobre. Et avant, c'était au mois de juin. Et on est toujours plus bas. Donc, si on vient à casser les 26, on n'aura plus le même discours. Et enfin, Vinci. Vinci, donc acheté, hein, sur les 98-100. Ils ont obtenu leur premier objectif, là, c'est d'aller taper la moyenne à 200. Donc, forcément, échec. Comme à 90% du temps, on va construire. Mais à moyen terme, hein, on est plutôt toujours favorable sur Vinci. Le but, c'est quoi? C'est de travailler dans le triangle, hein. Ici, on ira plus ou moins haut, mais pour sortir, on le voit, et relancer un peu. Vinci, ils avaient été énormément décotés avec la dissolution et les risques, hein, notamment sur les concessions, qui avaient peu de chances d'arriver, hein, sur la nationalisation notamment des concessions. Euh, Échec moyenne à 200 au mois de juillet, échec au mois de septembre, échec au mois d'octobre, et là on y revient. On n'est pas loin d'enfin stopper cette dynamique, le jour où on revient au-dessus de la moyenne à 200 et qu'on casse cette oblique-là. Donc on sent que Vinci va quand même se retourner, même si c'est pas encore validé. On a ce gap haussier, on a ces rachats sur support qui nous confirment le probable retournement moyen long terme sur Vinci. Voilà, je vais pas faire les vidéos, les actions abonnées, je les ferai demain pour le reste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. J'y répondrai. Bon trade, à plus.